Au moment précis où les blindés alliés avançaient, avec la certitude arrogante que rien de réellement dangereux ne pouvait surgir des dunes italiennes, une silhouette minuscule, presque ridicule par sa taille, se dressa dans la chaleur tremblante du désert. Cette automotrice, si basse qu'un homme pouvait presque la dépasser en marchant, allait pourtant renverser une situation que les équipages américains croyaient totalement acquise. Et lorsque son canon de 75 mm tonna pour la première fois, personne dans ces plaines de poussière ne comprit comment une machine aussi discrète pouvait faire voler en éclats la cuirasse d'un Sherman glorifié par les rapports alliés. Le Semovente M40 n'était pas né d'un plan ambitieux, mais d'une urgence. L'armée italienne, consciente des limites criantes de ses chars moyens, cherchait désespérément une solution pour combler le fossé technologique qui la séparait des blindés alliés. Les équipages savaient mieux que personne que leurs véhicules traditionnels manquaient de protection, de puissance de feu et de fiabilité. Pourtant, malgré ces déficiences, une idée simple allait transformer les faiblesses en opportunités. Remplacer une tourelle lourde et vulnérable par une superstructure basse qui accueillerait un canon capable de frapper au-delà de tous les standards italiens de l'époque. Ainsi naquit un projet volontairement pragmatique. Un châssis déjà existant, celui du char moyen M13, modifié pour recevoir une pièce d'artillerie respectée, le canon de 75 mm, modèle 95, adapté pour le combat direct. La silhouette résultat était surprenante. Une hauteur si modeste que le véhicule semblait presque s'effacer derrière la moindre ondulation du terrain. Mais dans cette disproportion résidait son secret. Là où les chars alliés, imposants, profilés et confiants, traversaient le désert avec un sentiment d'invulnérabilité, le Semovente avançait comme un prédateur discret, guettant le moment idéal pour frapper. Ce moment arriva pour la première fois lors d'une des nombreuses escarmouches autour de la région de Gazala. L'unité italienne, éparpillée entre collines poussiéreuses et dépressions sablonneuses, recevait l'ordre de couper la route d'une colonne américaine en progression. Les équipages savaient qu'ils ne survivraient pas à un duel frontal prolongé. Leur unique chance résidait dans un positionnement parfait et dans la surprise absolue. Ils avancèrent donc sous le couvert des reliefs naturels, presque à tâtons, jusqu'à atteindre une pente douce qui offrait un angle idéal sur le flanc de la colonne adverse. À cette époque, les Sherman américains, fiers de leurs moteurs robustes et de leur blindage incliné, avançaient avec une confiance immense. Les équipages italiens pouvaient entendre, à travers le vacarme des chenilles, les moteurs alliés résonnaient d'un rythme régulier. La colonne progressait en formation serrée, ignorant totalement qu'une poignée de silhouettes basses se tenait prête à briser cette assurance. Le premier tir partit dès que le commandant italien estima la distance suffisante. Le canon, malgré la modestie du véhicule, cracha un projectile qui, en un seul impact, perça le flanc du premier Sherman. L'explosion interne illumina instantanément la zone. Le souffle souleva une gerbe de sable brûlant, et la tourelle ennemie, frappée de plein fouet, se décolla légèrement, comme surprise par la violence de l'impact. Quelques secondes plus tard, un deuxième Sherman fut touché, avant même que la colonne américaine comprenne qu'elle était sous le feu d'une automotrice que personne, absolument personne, ne croyait capable d'un tel coup. La panique qui suivit fut immédiate. Les Sherman tentaient de pivoter pour engager l'ennemi, mais leur silhouette haute et large les rendait parfaitement visibles. À l'inverse, le Semovente M40, tapi dans la poussière, disparaissait dès qu'il cessait de tirer. Les équipages américains échangeaient des instructions dans un chaos grandissant, cherchant en vain l'origine des tirs. L'écart entre la visibilité des véhicules se transformait en avantage tactique écrasant. Pour les Italiens, ce moment représentait enfin quelque chose que leurs forces blindées n'avaient presque jamais connu. Une supériorité claire, tangible, obtenue non pas par la puissance brute, mais par une conception astucieuse et une utilisation intelligente du terrain. Les tirs s'enchaînaient, méthodiques. Chaque obus trouvait une nouvelle cible. L'ennemi, privé de visibilité et pris de court, reculait en désordre, abandonnant l'idée de contre-attaque immédiate. Pour les équipages du Semovente, cette scène n'était pas simplement une victoire tactique. C'était la preuve que leur machine, à laquelle beaucoup n'avaient accordé que peu d'espoir, pouvait devenir une arme redoutable entre des mains expérimentées.
Ils savaient que les prochains engagements seraient encore plus difficiles, mais ils avaient enfin un outil capable de renverser des situations que l'on croyait perdues. Le recul soudain de la colonne américaine, observé depuis la dépression sablonneuse, ne fit qu'aiguiser la détermination des équipages italiens. Après cet affrontement fulgurant, le Semovent M40 n'était plus perçu comme une improvisation résultant de l'urgence, mais comme un atout capable de modifier le cours d'une bataille par sa seule présence. Pourtant, derrière ce succès inattendu, une évidence s'imposait. L'adversaire apprendrait vite. Les équipages n'ignoraient pas que les Sherman reviendraient mieux préparés, appuyés par l'artillerie et l'aviation, et qu'ils devraient exploiter chaque avantage offert par leur silhouette furtive et leurs canons incisifs. Les jours suivants virent une transformation progressive dans la manière dont les unités italiennes déployaient leur matériel. Jusqu'alors cantonné à un rôle de soutien, le Semovent se retrouvait désormais au centre des plans de contre-attaque. Les commandants commencèrent à l'utiliser comme un piqueur, surgissant brièvement pour frapper avant de disparaître dans la poussière. Cette tactique, risquée mais redoutable, reposait entièrement sur la discipline des équipages et leur capacité à anticiper les mouvements ennemis. Les combats autour de Bir Hakeim offrirent au Semovent une nouvelle occasion de prouver son efficacité. Dans cette région chaotique, où des champs de mines fragmentaient le terrain et où les unités alliées tentaient désespérément de maintenir une ligne cohérente, les automotrices italiennes se faufilaient entre les poches de résistance. Elles avançaient prudemment, moteurs ronronnant à faible régime pour limiter la détection sonore. Une fois en position, elles attendaient patiemment le signal, immobiles, dissimulées derrière des rochers chauffés par le soleil. Ce fut lors d'une matinée brumeuse que les Italiens interceptèrent une colonne de reconnaissance américaine escortée par plusieurs Sherman. L'unité alliée, certaine de ne trouver qu'une opposition dispersée, progressait sans précautions excessives. Les silhouettes hautes de leurs chars se découpaient nettement sur l'horizon, tandis que les Semovent, encastrés dans une cuvette naturelle, restaient invisibles. Le commandant italien donna des instructions brèves. Frapper uniquement les cibles menaçantes, économiser les obus perforants et conserver l'avantage de la surprise aussi longtemps que possible. Lorsque les blindés alliés passèrent à portée optimale, les servants italiens ajustèrent la hausse. Leur tir, d'une précision remarquable, frappa le premier Sherman au niveau de l'avant du châssis. L'impact souleva un nuage de métal tordu. La réaction ennemie fut immédiate. Les chars tentèrent de se réorienter, mais leur masse importante les empêcha de manœuvrer rapidement dans le terrain instable. Les automotrices italiennes, ayant déjà reculé de quelques mètres pour dévier toute tentative d'observation directe, ouvrirent un second feu. Le projectile traversa le flanc du deuxième Sherman, qui s'immobilisa dans un grondement étouffé. Les Américains répliquèrent enfin, aveuglément, tirant vers les crêtes sans connaître l'origine exacte du danger. Leurs obus labouraient les dunes avec fracas, mais le Semovent, grâce à sa hauteur réduite et sa position basse, échappait à la majorité des tirs. Les éclats ricochaient à quelques pas, soulevant des gerbes de sable qui retombaient en pluie fine sur la superstructure blindée. Les équipages italiens, concentrés, se déplaçaient par petites rafales, changeant de position sans jamais perdre la cible de vue. L'engagement dura plusieurs minutes, chacune marquée par la tension d'un duel où l'ingéniosité l'emportait sur la puissance brute. Finalement, la colonne américaine, exposée et incapable de localiser précisément l'ennemi, se replia en laissant derrière elle 2 carcasses fumantes. Pour les Italiens, cette victoire confirmait une vérité nouvelle. Leur automotrice, malgré son apparence modeste, pouvait rivaliser avec des chars mieux armés et plus résistants dès lors qu'elle opérait depuis une position choisie avec soin. À mesure que les semaines passaient, le Semovent gagna une réputation singulière. Non pas celle d'un char invincible, son blindage mince ne pardonnait aucune erreur, mais celle d'un chasseur méthodique, capable de frapper là où l'on croyait les Italiens incapables de poser une résistance sérieuse. Les unités alliées commencèrent à en tenir compte dans leurs rapports, signalant sa présence comme un risque particulier dans les zones où le relief favorisait l'embuscade. Pour les équipages, cette reconnaissance était à la fois une source de fierté et une charge supplémentaire. Ils savaient que l'ennemi serait désormais plus prudent, plus observateur et plus prompt à réagir. Mais ils avaient aussi compris qu'il possédait un avantage décisif, la maîtrise du terrain,
la discrétion incomparable de leur silhouette et une mobilité suffisante pour disparaître avant toute riposte efficace. Ce nouvel équilibre des forces annonçait des affrontements encore plus complexes. L'Afrique du Nord, avec ses vastes plaines et ses crêtes coupantes comme des lames, allait devenir le théâtre d'une série d'opérations où chaque tir, chaque déplacement et chaque minute passée sous le soleil brûlant déciderait de l'issue d'engagements toujours plus intenses. Le retrait américain après l'embuscade de Bir Hakeim fut rapidement interprété par le commandement italien comme une occasion rare d'infliger un coup supplémentaire aux forces alliées avant qu'elles ne réorganisent leurs lignes. Les Semovente M40 reçurent l'ordre de se déplacer vers une série de plateaux rocheux dominant une vaste cuvette où les convois américains avaient pour habitude de transiter. Les équipages savaient que cet ordre n'était pas sans risque, car la progression à travers ces terrains fragmentés exposait leurs automotrices à des patrouilles aériennes ennemies qui sillonnaient la région depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Le convoi italien s'engagea dans un labyrinthe de ravines asséchées, profitant de l'ombre projetée par les parois abruptes. Les moteurs, volontairement maintenus à bas régime, émettaient une vibration sourde, presque absorbée par la pierre. L'objectif était clair: atteindre avant la fin de la journée un promontoire permettant de surveiller plusieurs kilomètres de piste. De là, le Semovente pourrait engager l'ennemi sans être repéré, en exploitant la distance et l'avantage de l'altitude. Au cours de cette avancée prudente, une patrouille mécanique alliée apparut soudainement à l'horizon. 3 véhicules rapides longeaient une crête, cherchant probablement des traces d'activités ennemies. Les Italiens stoppèrent immédiatement. Les membres d'équipage, cramponnés à l'intérieur de leur blindé, retenaient leur souffle. Le Semovente, grâce à sa faible hauteur, était partiellement masqué par une ondulation du sol. Il suffirait d'un rayon de soleil mal orienté pour faire luire la plaque frontale et attirer l'attention des observateurs américains. Cependant, la patrouille poursuivit sa route sans ralentir, ignorant la présence à quelques centaines de mètres d'une automotrice prête à frapper si elle était découverte. Une fois cette menace écartée, les Italiens accélérèrent légèrement. Ils atteignirent leur objectif en début d'après-midi. Le plateau offrait effectivement un point de vue spectaculaire sur une large bande désertique sillonnée de traces de chenilles et de pneus. Le commandant de batterie ordonna immédiatement la mise en batterie. Les Semovente furent positionnés derrière des rochers dont les teintes rougeâtres se rapprochaient étonnamment de celles de leur peinture camouflée, ce qui renforçait leur invisibilité. Plusieurs heures passèrent avant qu'un mouvement n'apparaisse enfin dans la plaine. Une longue file de véhicules alliés, composés de camions de ravitaillement, de jeeps et de 2 Sherman servant d'escorte. Les Italiens observèrent attentivement la progression du convoi. L'ordre n'était pas de déclencher une destruction totale, mais de frapper les véhicules les plus vulnérables afin de désorganiser la logistique américaine et de forcer l'ennemi à mobiliser des ressources pour protéger ses arrières. Lorsque la tête de colonne passa exactement à la distance idéale, le premier Semovente ouvrit le feu. Le tir, soigneusement préparé, frappa un camion de munitions. L'explosion qui suivit illumina la cuvette comme une brève apparition de flammes déchaînées. Les véhicules alliés se dispersèrent immédiatement, cherchant à échapper à une menace qu'ils ne parvenaient pas à localiser. Le deuxième Semovente tira à son tour, touchant un camion-citerne. Une gerbe de feu s'éleva dans le ciel, obscurcissant partiellement la ligne d'horizon. Les Sherman tentèrent de riposter, mais leur position en fond de cuvette rendait la manœuvre difficile. Ils cherchaient désespérément un angle permettant de viser le plateau, mais leurs tourelles, orientées de manière approximative, ne trouvaient aucune cible claire. Les Italiens, eux, continuaient à tirer méthodiquement, variant les points d'impact pour semer un maximum de confusion. Les silhouettes basses de leurs automotrices restaient dissimulées derrière les aspérités rocheuses. Conscients que les Américains finiraient par appeler un appui aérien, les Italiens ne prolongèrent pas l'engagement plus que nécessaire. Après une dernière salve qui immobilisa l'un des Sherman, l'ordre de repli fut donné. Les Semovente redescendirent lentement par une pente escarpée, disparaissant derrière un couloir naturel avant que l'aviation ennemie ne puisse réagir. Quelques minutes plus tard, des avions alliés survolaient déjà la zone, repérant les carcasses fumantes mais ne trouvant aucune trace des tireurs. Cette opération renforça encore davantage la réputation du Semovente M40.
Les rapports américains mentionnaient désormais la présence récurrente de blindés italiens capables de frapper avec une précision déconcertante depuis des positions que l'on croyait inaccessibles. Pour les équipages, cette reconnaissance involontaire représentait une satisfaction, mais elle signifiait aussi que les prochains affrontements seraient plus dangereux, car l'adversaire adapterait sa stratégie. L'état-major italien, de son côté, comprenait que chaque victoire, bien que précieuse, n'était qu'un sursis dans une campagne où la supériorité matérielle alliée s'accentuait chaque semaine. Mais tant que les Sommoventes pouvaient se déplacer rapidement, prendre l'ennemi par surprise et frapper avec une efficacité disproportionnée par rapport à leur taille, ils conserveraient un rôle clé dans la défense de leur position. La disparition rapide des Sommoventes après l'attaque du convoi provoqua une agitation notable dans les états-majors alliés. Les commandants américains, conscients que ces automotrices italiennes, pourtant modestes, étaient capables de perturber des opérations entières, décidèrent de renforcer l'observation aérienne et d'envoyer des patrouilles blindées dans les zones où les tirs avaient été signalés. Les Italiens, anticipant cette réaction, modifièrent leur schéma de déplacement et commencèrent à opérer dans des secteurs où l'on n'attendait pas leur présence, exploitant chaque irrégularité du désert pour échapper à la détection. Dans ce contexte marqué par une intensification des renseignements, une nouvelle mission fut confiée aux équipages de Sommoventes M40. Il s'agissait cette fois de contrecarrer l'avancée d'une unité mécanisée américaine qui tentait de contourner les positions italo-allemandes par un secteur rocailleux proche de la frontière libyenne. La zone, difficile d'accès, présentait un enchevêtrement de collines arides, de ravins étroits et de plateaux escarpés. Pour des blindés imposants tels que les Sherman, ce terrain représentait un défi majeur, tandis que le Sommovente, grâce à son gabarit contenu, pouvait se frayer un passage avec plus d'aisance. Les équipages traversèrent une série de couloirs naturels aux parois abruptes, parfois obligés de descendre du véhicule pour vérifier la stabilité du sol. La chaleur écrasante n'épargnait personne, et le moindre déplacement soulevait des nuages de poussière qui s'accumulaient sur les uniformes, les visages et les optiques de tir. Pourtant, aucune plainte ne se fit entendre. Tous comprenaient que la réussite de cette mission dépendait de leur capacité à parvenir en position avant l'arrivée des Américains. Finalement, après plusieurs heures d'efforts, les Sommoventes atteignirent une ligne de crête offrant une vue dégagée sur un passage obligé pour les unités ennemies. Les Italiens établirent un dispositif en éventail, chaque automotrice orientée vers un secteur clairement défini. Aucun mouvement inutile, aucune parole superflue. Seule la mise en batterie méticuleuse rompait le silence minéral du lieu. Peu avant le milieu de l'après-midi, les premiers signes de la progression américaine apparurent. Le grondement des moteurs parvenait en écho à travers les roches, annonçant l'approche d'une force mécanisée. Une longue file de véhicules finit par émerger d'un coude du ravin, jeep de reconnaissance en tête, suivi de camions lourds, puis de 2 Sherman fermant la marche. Leur progression se faisait prudemment, les conducteurs se méfiant des formations rocheuses qui auraient pu dissimuler une menace. Lorsque les véhicules pénétrèrent dans la zone de tir, les Italiens restèrent immobiles. Il ne fallait pas dévoiler la position avant que les cibles les plus importantes ne soient parfaitement exposées. Ce n'est qu'au moment où les Sherman atteignirent le centre du passage que le signal discret du commandant fut donné. Le premier tir claqua, frappant le flanc du char de tête. Le projectile, lancé avec une vélocité impressionnante, perfora l'armure et immobilisa le blindé dans un fracas métallique. Simultanément, un second Sommovente ouvrit le feu sur la queue de la colonne, touchant l'autre char escortant le convoi. Pris entre 2 points d'impact, les Américains furent contraints de s'arrêter dans un espace trop étroit pour manœuvrer correctement. Les jeeps tentèrent de remonter le ravin en sens inverse, mais les Italiens, ayant anticipé cette réaction, ajustèrent leurs tirs et détruisirent l'un des véhicules, obstruant ainsi une partie du passage. Les camions, piégés au milieu, essayaient d'échapper à la ligne de feu, mais leur taille les rendait particulièrement vulnérables aux obus italiens. Chaque impact provoquait un chaos supplémentaire, tandis que les éclats ricochaient contre les roches. Les Sherman survivants essayèrent de riposter, leurs canons pivotant lentement à la recherche d'une silhouette ennemie. Cependant,
Les positions surélevées des semowantes rendaient leur repérage extrêmement difficile. Les Italiens, disciplinés, changeaient régulièrement d'angle de tir, se déplaçant légèrement derrière la crête pour éviter une réaction précise. Quelques tirs américains ricochèrent contre les rochers, soulevant des éclats tranchants, mais sans jamais frôler les automotrices. Au bout de plusieurs minutes d'affrontement, les forces américaines se retrouvèrent totalement désorganisées. Les Italiens, conscients qu'ils avaient atteint leur objectif, cessèrent le feu et commencèrent un repli méthodique par un itinéraire secondaire, profitant d'une série de ravines étroites pour disparaître aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Lorsqu'une patrouille aérienne alliée arriva finalement au-dessus du passage, elle ne trouva qu'un champ de véhicules endommagés et aucun signe visible des attaquants. Cette nouvelle réussite confirma une vérité que même les adversaires les plus sceptiques n'osaient plus nier. Le Semovante M40, bien qu'inférieur sur le papier, pouvait s'imposer dans des environnements où l'agilité, la discrétion et la précision prévalaient sur la simple puissance mécanique. Pour les équipages italiens, ce constat leur donnait une motivation supplémentaire, même si l'ampleur des forces alliées laissait présager des combats toujours plus difficiles dans un avenir proche. Au lendemain de l'embuscade dans les ravins escarpés, les équipages de Semovante M40 reçurent l'ordre de se replier encore plus profondément vers l'ouest, car les forces alliées concentraient désormais de nombreux moyens pour bloquer les mouvements italo-allemands dans toute la zone. Les unités américaines, renforcées par des détachements venant du nord, tentaient de couper les routes d'approvisionnement afin d'étouffer toute résistance. Les Italiens savaient que, tôt ou tard, ils devraient se confronter à un engagement décisif où leur agilité ne pourrait plus compenser l'écrasante supériorité mécanique de l'ennemi. Le repli se déroula dans des conditions difficiles. Les semowantes progressaient lentement, traversant des zones de sable instables où chaque mètre gagné demandait un effort considérable. Le soleil brûlait avec une violence presque irréelle, rendant l'air ondulant au-dessus du sol. Malgré l'épuisement, les équipages avançaient, conscients que l'ennemi les talonnait. Plusieurs fois au cours de la matinée, ils crurent entendre au loin le bruit caractéristique des moteurs alliés, signe que les poursuivants réduisaient l'écart. Lorsqu'ils atteignirent enfin une ligne de dunes imposante, l'officier responsable décida de transformer ce lieu en dernière position défensive. Les crêtes offraient une vue dégagée sur une large vallée où les Sherman et les véhicules de soutien seraient obligés de passer s'ils voulaient poursuivre leur progression. Le terrain, bien que traître, pouvait encore favoriser les Italiens, car la configuration permettait aux semowantes de frapper puis de se repositionner rapidement derrière une dune avant toute riposte précise. Les automotrices furent enterrées partiellement dans le sable pour réduire davantage leur silhouette déjà minimaliste. Les servants, trempés de sueur, creusaient à main nue lorsqu'il n'y avait pas assez d'outils. Une fois chaque véhicule positionné, les équipages vérifièrent les armes, réajustèrent la visée, contrôlèrent les obus perforants restants. Il ne leur restait plus un grand nombre de projectiles, ce qui signifiait qu'ils devraient choisir leur cible avec une précision extrême. En milieu d'après-midi, une poussière épaisse apparut à l'horizon, soulevée par une colonne américaine avançant à grande vitesse. Les silhouettes anguleuses des Sherman se devinaient petit à petit, accompagnées de transports blindés et de camions lourdement chargés. Les Italiens se préparèrent. Aucun mot ne fut prononcé. Seuls les battements réguliers des moteurs au ralenti remplissaient l'air. Lorsque la tête de colonne pénétra dans la zone de tir, les semowantes restèrent immobiles. Le commandant voulait attendre que le maximum de véhicules soit regroupé afin de maximiser l'effet de la première salve. Ce n'est qu'au moment où les deux Sherman de tête se déployèrent pour sécuriser la zone que l'ordre discret fut transmis. L'automotrice la mieux placée tira la première. L'obus perforant frappa le blindage frontal du véhicule américain, provoquant un souffle métallique qui secoua la colonne entière. Quelques secondes plus tard, un deuxième tir jaillit d'une dune voisine et frappa un camion transportant des pièces mécaniques essentielles. Les Américains réagirent immédiatement, ouvrant le feu dans toutes les directions. Le sol fut labouré par les éclats et les dunes furent creusées par des impacts violents. Pourtant, les semowantes parvenaient encore à disparaître derrière les ondulations sableuses. Ils tiraient, reculaient, changeaient d'angle,
puis réapparaissaient quelques dizaines de mètres plus loin, presque insaisissables. Leur silhouette basse, fondue dans le relief mouvant, compliquait la riposte des Sherman qui cherchaient désespérément une cible claire. La bataille, malgré la maîtrise italienne, finit par tourner lorsque les munitions commencèrent à s'épuiser. Les derniers obus furent tirés avec un soin presque cérémoniel, chacun visant une pièce cruciale. L'un d'eux toucha un véhicule de transmission, plongeant l'unité américaine dans une confusion momentanée. Mais la supériorité numérique finit par s'imposer. Un tir américain particulièrement bien ajusté frappa l'un des semovents, dont la superstructure s'embrasa en quelques secondes. L'équipage survivant parvint à s'extraire, se repliant à pied vers la dune voisine, tandis que le véhicule continuait de brûler, projetant des étincelles dans le vent du désert. Voyant que les deux automotrices encore intactes ne pourraient plus poursuivre longtemps le combat, le commandant donna l'ordre d'abandonner les véhicules avant qu'ils ne soient capturés. Les équipages sabotèrent les systèmes internes, puis quittèrent leur position en se fondant dans les dunes, laissant derrière eux leurs machines fidèles, rendues irréutilisables pour empêcher toute récupération. Lorsque la nuit tomba, les dernières flammes s'éteignirent autour des semovents immobilisés. Leur silhouette réduite semblait se dissoudre dans le sable, comme si le désert absorbait ces traces d'acier ayant lutté bien au-delà de leur capacité technique. Le vent effaçait déjà les marques laissées par les chenilles, et seules les carcasses tordues témoignaient encore du combat acharné mené quelques heures plus tôt. Ainsi se termina l'histoire opérationnelle de ces semovents M40A. Ils avaient tenu jusqu'au dernier instant, frappant encore lorsque tout semblait perdu, avant de disparaître dans la nuit brûlante du désert, laissant en poursuivant uniquement des ruines fumantes et le silence pesant de dunes indifférentes.